En marchant, en écrivant, la promenade au jardin, expérience et lecture poétique. Donc, vous entendrez des échos à l'intervention de Catherine Zanto. L'expérience du jardin passe par une approche sensible, corporelle, une attention portée à une mémoire, un imaginaire, une expression scripturale, par exemple, l'écriture du jardin. Cette approche sensible s'exerce à l'aune du mouvement, la déambulation, promenade des pieds, promenade du regard aussi, promenade avec ses arrêts, en étant réceptif à l'espace qui engendre le déplacement, au cycle des saisons, au mouvement de l'eau, au jeu de la lumière et des ombres. Comment le jardin, corps d'un lieu, selon Montaigne, génère-t-il une sensibilité au paysage, aux formes et aux accidents de la terre, de la végétation, des eaux et des cieux, de la lumière, un nuancier de l'émotion par le filtre des mots. On parle d'écriture du jardin ou écriture taupière, par exemple chez Pline le Jeune, auteur antique. Est désigné par là un art de décrire, la description étant un parcours qui fait voir, qui suggère la présence. La promenade, expérience physique de la déambulation, est aussi une pratique littéraire dont la floraison au XVIIe siècle s'élabore dans un espace précis, réduit, les jardins privés, puis royaux. La durée est limitée, la saison est favorable. Cette pratique côtoie la solitude, le repos, la rêverie. Le mouvement, la description, la promenade jouent avec la matérialité d'un lieu, l'institution d'un espace, d'un paysage au sens large. Au jardin peut s'exprimer la conversion et la conversation poétique de l'énergie, respectivement la danse et le texte qui s'écrit chez Françoise Dupuis, une grande chorégraphe et pédagogue de la danse moderne, extrêmement attachée à la question de l'espace. La danse ou la promenade comme poétique du mouvement et l'écriture à l'écoute du lieu interroge des résonances. Cette perception très fine requiert imprégnation, lenteur, accueil, observation. La composition en danse, comme l'improvisation, demande un travail préalable, une attention à ce que l'on appelle la proprioception, qui est le fait de se sentir de l'intérieur, s'enraciner dans l'activité cellulaire où surgit le mouvement de la vie. Être attentif donc à cette proprioception, à une détente du corps également. Ceci engendre une acuité perceptive. Les pensées sont là, comme des nuages, le corps dans un état d'écoute unique qui mène à la présence. Les matières, le vivant, le silence nous replacent dans des instants primitifs hors du temps. Être là, être avec. Il y a une grande attention à ce qui se passe dans le corps accordé qui perçoit ce qui est autour de lui. On est dans le cadre d'une relation directe, immédiate, et le lieu d'une symphonie possible des êtres vivants et d'une énergétique du vivant, puisque la proprioception est aussi une dimension que l'on trouve propre aux espaces végétals et animaux. Il y a un lieu qui parle, un corps à l'écoute, une réceptivité sensorielle et une créativité possible. La première rencontre avec un lieu offre beaucoup d'indices, de surprises. La poésie qui peut naître
est ce rapport essentiel entre la conscience corporelle et l'imaginaire, une clé pour découvrir ou redécouvrir un jardin. Elle le rend vivant, profondément, maintenant. Alors, je vais vous proposer 2 temps. Un premier, en marchant, en écrivant, faire surgir la présence. Cette expérience sera approchée dans des travaux antérieurs, à Saint-Ange, puis à Champs-sur-Marne. S'ensuivra une interrogation sur la façon dont l'expérience littéraire mène au jardin in situ et comment une œuvre poétique, Les Promenades de Richelieu, œuvre du début de la 1653, participe d'une lecture du jardin, de son imaginaire, d'une culture. Première expérience donc à Saint-Ange, 2004-2005, lors d'un mémoire de recherche au sein du DESS, Jardin historique, patrimoine et paysage. Saint-Ange était un ancien pavillon de chasse de François Ier, des jardins d'eau qui se trouvent en Seine-et-Marne, dans la vallée de l'Orval. Voici quelques photos. Alors, j'appuie bien sur le bon bouton. Ah non, c'est là, pardon. Là, comment? Les souris. C'est ça. Il faut se rapprocher de ça. Ah. Voilà. Donc j'appuie à droite. Attends, on va enlever ça. Attends, j'ai pas trop envie de faire des bêtises. C'est pas grave. Bon, écoute, sinon ça va rester, je suis désolée. Oui, c'est pas grave. Donc, cette Saint-Ange que vous voyez ici, donc une photo vous montre la majesté de rampes coupées en chevron. La photo suivante. Vous avez des terrasses à gauche avec le foin coupé devant. Et sur la photo de droite, vous avez la terrasse. Vous avez ensuite la cour et puis les quinconces de tilleul en contrebas. Il s'agissait de travailler sur ce jardin en partant d'une description de Madeleine de Scudéry, auteure du XVIIe siècle. Il y avait une description dans son roman La Clélie. Elle décrit ce jardin. Je ne connaissais pas du tout l'endroit véritable. J'avais une description. Il s'agissait d'aller sur place. Et là, que faire quand il n'y a que des traces de ces anciens jardins d'eau? Puisqu'il y avait des jardins d'eau avec des canaux que vous ne pouvez plus voir, qui n'existent plus. Là, vous avez des photos donc, des carottes sauvages. Vous avez à droite l'Orvanne qui coule. Là, vous avez un dessin aquarellé du XVIIIe siècle et puis un plan du château de Saint-Ange et de ses environs à droite. Il y avait cette description de Madeleine de Scudéry, mais en voyant Madeleine de Scudéry et le terrain, plus de jardin d'eau, que faire, que raconter sur ce jardin alors qu'il n'y a que des traces de ces anciens jardins d'eau? Eh bien, je me suis rendu compte qu'il pouvait être intéressant de percevoir l'histoire des jardins à rebours. Donc, la trace, qu'est-ce que c'est que la trace dans l'histoire des jardins? Donc, la trace comme anachronisme de l'histoire des jardins, une dimension anthropologique, la mémoire. Comment donc découvrir ces jardins? De 2 façons. La première, s'appuyer sur des approches différentes, autant de regards relais des traces donc de ces anciens jardins, sans jamais oublier de découvrir les lieux, de les arpenter à toutes les saisons et de les décrire. De les décrire, c'est-à-dire passer 5, 6 heures, parfois 2 jours à arpenter toute la vallée de l'Orvanne et pas seulement l'emplacement de ces anciens jardins. Décrire des lieux, c'est aussi une façon de les lire, s'étonner des traces physiques comme un premier questionnement. De là est né un recueil qui cernait toute la vallée et qui a été intégré aux mémoires.
Une deuxième expérience à Champs-sur-Marne. Champs-sur-Marne a été le lieu d'une commande du Centre des Monuments Nationaux en 2016. Champs-sur-Marne se trouve en Seine-et-Marne, comme Saint-Ange. Il s'agissait de composer 3 promenades, 3 tracés, 3 durées différentes. L'idée était de faire ressortir l'histoire par bouffées au travers de textes qui ne soient pas des textes historiques, qui se pencheraient sur les jardins avec des yeux seulement d'historiens ou d'archéologues, chaque texte comme une matière qui dialogue avec une composition régulière et irrégulière, des éléments, des atmosphères par lesquelles se laisser traverser. La première visite à Champs-sur-Marne a eu lieu en février 2016. C'était plutôt tristounet. L'impression forte était celle des souches qui dataient de 1999 et j'avais une impression très classique de l'ensemble du domaine. Et puis très vite est venue l'idée de tisser à mon écriture des échos littéraires pouvant entrer en lien avec Champs-sur-Marne. Quelle méthode trouver, sans oublier qu'il y avait ce petit genre, ce petit dispositif pratique littéraire de la promenade au XVIIe siècle. Premier temps, un travail de recherche et de lecture. Une recherche sur le château de Champs-sur-Marne, sur le domaine de Champs et de Noisiel, puisque les deux ne formaient plus qu'un en 1801, travailler sur les jardins, travailler sur les Duchesnes qui ont œuvré à Champs-sur-Marne, travailler sur tous les plans possibles, les plans de gestion, les autres plans, les photographies, la statuaire avec les échos de Versailles, de l'Italie, en savoir un peu plus sur les propriétaires à travers des journaux, les fêtes qui se sont déroulées durant la Belle Époque aussi, comme chez la duchesse de Noailles, vous avez Loïc Fuller qui a probablement dansé à Champs-sur-Marne. Loïc Fuller précède Isidora Duncan. Lire aussi ce qui était possible sur le végétal, la terre, les eaux, les sons, les oiseaux, le train. Ce travail de recherche et de lecture sans jamais oublier de découvrir les lieux à toutes les saisons. Donc les découvrir à toutes les saisons, c'est prendre des notes, des impressions manuscrites à chaque venue, 5 heures, 6 heures, oublier parfois les recherches pour éprouver le lieu en étant seul ou accompagné par un jardinier, un historien de l'art, un danseur, un compositeur, autant de perceptions qui permettent de renouveler le regard. Après ce temps de recherche, cette expérience régulière, interroger la mémoire des lieux à travers des jardiniers, d'autres personnes. Alors, je pense à un jardinier, Jean-Michel Sinsart, qui connaît si bien Champs-sur-Marne, sur lequel il se penche depuis maintenant plus de 10 ans, qui a réuni des photographies, des plans, qui étaient présents lors de la tempête en 1999. Je pense à une autre personne qui a connu les derniers propriétaires et qui a pu préciser la présence d'un système électrique qui éclairait le parterre de broderie qui devait être un lieu de fête et où peut-être Loïc Fuller aurait pu danser. Ne pas mettre de côté le jardin, qui est souvent le grand oublié aussi dans l'écriture. Le quatrième temps, c'était le choix des tracés. Pardon, je reviens en arrière. Excusez-moi, c'est à rebours aussi pour les images. Alors voilà, le choix des tracés était assez évident. Vous avez ce tracé ici qui est comme une promenade classique qui suit l'axe. Vous avez une troisième possibilité, c'est celle qui fait le tour de tout le parc. Et puis un deuxième tracé en rouge qui reprend, en vert, qui reprend l'allée du Chêne ici. Le premier tracé, donc une promenade plus classique, qui suit la perspective, qui emprunte un petit peu son écriture à celle du dispositif littéraire du XVIIe siècle. Donc il s'agissait de décrire ce qui pouvait se dérouler sur le grand axe, donner à imaginer près du parterre de broderie Loïc Fuller dansant un soir d'été, évoquer le temps où déambulaient les nouveaux chefs d'État africains accueillis par De Gaulle.
Et puis, choisir d'intégrer à l'écriture des citations. Une première citation qui provient des Métamorphoses d'Ovide, tout simplement parce que sur place, il y a la présence d'un bassin de Scylla, le bassin de Scylla qui a été réalisé en prenant appui sur un dessin de Lebrun qui avait été retrouvé. Autre choix, celui d'emprunter une citation de La Fontaine qui décrit les chevaux du soleil dans Les Amours de Psyché, tout simplement parce que les chevaux du soleil de la grotte de Thétis, vous en avez une copie agrandie à Saint-Ange. Et donc voilà comment ces deux citations permettaient de mettre en valeur les œuvres de ce grand axe. Autre promenade, donc celle qui fait tout le tour du domaine, longer le parc, s'enfoncer dans les bois. Que des arbres, cassés pour la plupart, et des souches. Je me demandais bien ce que j'allais pouvoir raconter, et ça ne n'est pas être une promenade qui allait emprunter au petit genre du XVIIe siècle. Et très vite, je me suis rendu compte que ce qui était intéressant, c'était peut-être de raconter la tempête de 1999, d'interroger la mémoire sur place, la mémoire des jardiniers aussi, des domaines alentours, Rambouillet, Versailles, Saint-Cloud qui avaient été touchés. Écouter la mémoire, être touché, faire résonner des voix, telles des jardiniers, transformer parfois, si cela était nécessaire, pour qu'un souffle advienne. Au moment de l'écriture, des échos sont aussi venus en pensant au travail d'Anselme Kiefer, en pensant à Giuseppe Pennone aussi. Vous avez l'arbre des voyelles, donc aux Tuileries, à gauche, un moulage sur un arbre plus ancien. Et puis surtout, à droite, vous avez peut-être reconnu un cèdre de Pennone. Et à l'intérieur, il a creusé pour retrouver un état plus ancien de l'arbre. Donc, c'est des échos qui permettent d'écrire cette histoire de tempête dans ce grand parc. J'ai choisi d'intégrer un passage de Lucrèce qui, dans son Denatoire Rerum, évoque les phénomènes de la tempête. Et là, je voulais un passage, donc, extrait de la promenade que j'ai écrite. Dans le pré se détachent des pins Lariciaux, une allée à gauche. Nombreux étaient les pins, ses amis de l'hiver, constants, toujours verts, comme les bambous du Japon accompagnés des pruniers dont les fleurs s'épanouissent sous la neige. Les pins formaient 2 bouquets au tronc marbré de noir. Les pins Lariciaux tombés, ce fut le drame de champ. Il fallut les mettre au feu, ces centenaires, traces du parc paysager. Ceux qui restent portent haut leur plateau. Les arbres auraient conclu un pacte avec des jardiniers célestes venus d'Orient. Les stries de l'écorce tissent le geste du calligraphe et la chaleur des feux. Elles sont l'encre d'un ancien maître, la lave en fusion qui a refroidi. Il a fallu déblayer, débarder et laisser en attente. Pour enlever ceux qui étaient tombés, il fallait même abattre des arbres sains, debout. Il fallait lever le nez, comprendre, puis tronçonner sans regarder l'arbre pour que la coupe soit précise. De la fumée s'élevaient des feux, des épicéas, des pins, des tilleuls que personne ne voulut acheter, qu'il a fallu brûler. Le débardage s'est fait avec des chevaux, un étalon imposant qui en a mordu quelques-uns. Les troncs n'ont pas été déplacés. Aucun véhicule n'a pénétré dans les bosquets. Les troncs et les souches continuent de pourrir et les mousses de les couvrir. L'humus est conservé, la forêt naturellement repousse. Et sur cette terre arable, fragile, sableuse, plantez petit,
est le mieux. Les racines se ramifient bien, elles entrent dans la terre, les oiseaux porteurs de graines participant à l'élan des commencements. La troisième promenade, un champ sur Marne, articule le régulier et le paysager. J'ai choisi d'adopter des fragments très courts, réunis par séquences, qui évoquent une floraison, une sensation, par exemple l'odeur de miel de l'olivier de Bohême en fleurs, une couleur, un endroit où l'on respire. Toutes les saisons étaient le lieu d'expérience, mais j'ai choisi surtout le printemps et l'automne. Je vous livre un petit extrait. Le corps est attiré comme un aimant. L'arbre, au tronc foncé, une flamme qui s'élance. Le séquoia jamais ne varie. Bravant les hivers, il est d'humeur égale. L'élan vers lui meut la verticale. On avance, serré comme dans un long couloir végétal. On ne voit que lui, le tronc de terre qui rougeoie et les aiguilles vert bleu au ciel. J'en viens à la dernière partie. En lisant, en marchant, l'expérience littéraire dans un jardin in situ, donc ça va être le domaine de Richelieu dans le Poitou. Le jardin, souvent Monique Mosser en a parlé dans plusieurs articles et d'autres littéraires, le jardin est érigé comme art par La Fontaine dans le Songe de Vaux, avec Orthésie, qui est la fée du jardin, sa muse. Donc dans le Songe de Vaux, 1659, où vous avez des fragments qui font s'alterner prose et vers. Il y a description de jardin en un poème, juste un poème, sans prose, en 1653, avec les promenades de Richelieu par Desmarets de Saint-Sorlin, qui est un texte un peu oublié. On est en Poitou, à l'écart de la Fronde, dans le domaine du Cardinal. L'intérêt de cette œuvre poétique réside dans le fait qu'elle consiste en 8 déambulations, 7 à l'extérieur, dans les jardins, une à l'intérieur du château, au gré d'un promeneur méditant qui déplie sous nos yeux des lieux ouverts ou fermés. Ceci structure la forme et l'enjeu de la promenade concernée. La promenade tire, même si la vue prime. Portée par un accent géorgique, les 7 premières promenades sont aussi des méditations sur les vertus. Le poète puise dans le terreau des jardins un appui à la méditation. Ce dispositif prend place dans un cheminement moral hérité de la poésie médiévale et une pratique méditative spatialisée qui se déduisent du parcours au jardin. C'est assez original comme texte. L'auteur, Desmarets de Saint-Sorlin, sensible aux arts, à l'architecture et à la danse, a séjourné dans le domaine du Cardinal. Il connaît d'autant mieux l'endroit qu'il en est l'intendant sous le petit-neveu de Richelieu, Armand-Jean de Richelieu. Alors voici l'état actuel du domaine de Richelieu. 2 minutes, oui, ça devrait. Vous avez le Grand Canal donc, qui est à gauche, et puis là, c'est le fond du domaine, vous êtes dans les bois. Si la littérature nourrit l'imaginaire du jardin, l'œuvre littéraire nous offre une perspective de l'esthétique des jardins, du point de vue de sa réception, et la représentation qui en est faite peut apporter une clé de compréhension du jardin. Plusieurs aspects montrent combien le poème de Desmarets permettent d'en apprendre un peu plus sur les jardins du Cardinal, au croisement d'autres sources. La description minutieuse du verger avec la présence de ses espaliers, par exemple. Le poème est un arpentage en tant que tel, à mettre en lien avec une vaste culture, la topographie, les données du terrain, l'expérience des lieux. Ainsi, pour la promenade concernant l'humilité, il est difficile, sans aller sur place, de saisir le point de vue du poète. On émet des hypothèses quant au cours de l'eau suivie qui quitte les canaux,
pour être plus libre. Un autre exemple concerne les jardins vus de nuit. La promenade nocturne met en scène un jeu de miroir littéraire avec les canaux et l'église, impossible in situ. La force poétique qui participe du lieu tout en le débordant correspond à une esthétique et à une expérience. Alors, je viens à la conclusion. En marchant, en écrivant, en lisant. La promenade au jardin. Le jardin est un lieu fait pour l'expérience corporelle. Le promeneur, le danseur, quand la chorégraphie est bien l'écriture d'un lieu, une façon de composer avec lui. L'espace de la promenade, de la danse, du jardin est la cristallisation du mouvement et donc de la vie. La transmission d'un jardin nécessite de le sentir autant que de se sentir, d'être attentif à l'émotion qu'il suscite hier et aujourd'hui, à ses cycles, à ses saisons. Le jardin est une expérience à plusieurs niveaux de lecture, des approches phénoménologiques, et l'expérience elle-même nous ouvre à la relation organique entre le corps et le jardin, un lieu vivant. Cette relation dialogue avec une poétique, la poésie en mouvement de la danse et de la promenade. En poésie, un geste suffit pour donner à voir le lieu autrement. On accède ainsi au sens par le geste. On pourrait se prendre à rêver que des monuments vivants paisibles, on continue à en prendre soin en les faisant vivre, en accueillant la créativité. Comment animer un jardin en donnant de nos vies au moment précis où on le parcourt? Le jardin, à travers le déplacement qu'il suscite, transmet l'élan vital qu'un être humain partage avec le végétal ou l'animal. Les mots de la poésie, les mots de la danse invitent à voir le jardin comme un lieu de mémoire, un enclos cosmique, une nécessité intérieure et la joie d'être là, sans rien de plus, une disponibilité corporelle et imaginative. Merci. Marie-Claire.